Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce numéro de Focus CAN. Focus CAN qui va bien sûr aujourd'hui s'appesantir sur le bilan de cette deuxième journée avant bien sûr d'évoquer les matchs de la première journée au menu ce dimanche. En ma compagnie, Marie-Paul Redombina, bonjour. Bonjour Aziz. François Binet, bonjour. Bonjour Aziz. Alors nous avons eu droit hier à des matchs très engagés, très serrés, des matchs qui n'ont pas donné lieu à des buts. On a en premier eu cette opposition entre l'Angola et la Mauritanie. Finalement, la Mauritanie a été bien solide face à l'Angola. Oui, moi j'avais pronostiqué un 4-0 en faveur de l'Angola, mais je me suis laissé prendre au jeu de l'Angola. L'Angola qui ne s'est pas imposé, un Angola plutôt fébrile. L'Angola qui n'a pas su se défaire de cette équipe Marabitoun qui, selon moi, ne produit pas un beau jeu durant cette CAN pour sa première participation, je pense. Donc, que l'Angola se laisse prendre dans un 0 but partout, c'est quand même laisser la chance passer à côté. Alors, est-ce que l'Angola, François Binet, au vu de ce match quand même terne, est-ce que l'Angola a des chances pour la suite de s'en sortir? Ben, les chances, c'est chaque équipe qui se la donne. Et chaque équipe peut pouvoir parfois, si l'efficacité, si l'engagement sur le terrain ne provoque pas d'âme chance, on peut rester en rade comme la situation de l'Angola actuellement qui n'a pas su s'imposer face aux Morabitoun qui viennent là pour la première fois. Il faut voir que ce n'est pas des situations qui ont manqué à l'Angola. Il y a eu quelques situations de but malheureusement. Ils ont fait preuve aussi de beaucoup de fébrilité au niveau de l'attaque, beaucoup de lacunes. En fait, c'est même à l'image de toute la CAN, quoi. Quand on regarde l'attitude de certains attaquants, on se dit que est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette CAN? Parce que l'Angola, c'est quand même une équipe sur le continent quand même, qui a une certaine notoriété comparativement à la Mauritanie. Mais la Mauritanie, elle a joué crânement ses chances. C'est vrai qu'elle n'a pas pu marquer, mais elle a tenu tête à une équipe comme l'Angola et 0-0, je pense que ce n'est pas cher payé pour ni l'Angola ni la Mauritanie. La Mauritanie qui, à un moment donné, a failli commettre un véritable hold-up. Hein. Mais bien sûr, mais en réalité, souvent j'ai peur quand on parle de hold-up parce que parfois on ne sait pas la tactique de l'adversaire. La Mauritanie arrivait certainement en se disant, nous on n'a rien à perdre dans cette affaire-là, on joue notre coup et si on a des opportunités, il faut les jouer à fond et être efficace. Imaginez-vous un seul instant que sur cette action, par exemple, qui a failli coûter à l'Angola, imaginez-vous un seul instant, un brin de réussite tout simplement. La Mauritanie sortait là avec 1-0, peut-être que beaucoup auraient crié justement un hold-up sportif, mais moi j'aurais jugé cette victoire normale et méritée, parce que l'Angola, c'est pas la Mauritanie de démontrer son étendue sur cet échiquier continental qu'est la CAN, mais c'est l'Angola qui aurait dû montrer son expérience et son atout d'ancien de la CAN face à cette formation de Morabitoun. Trop de ratés, hein. Pour ma part, c'était trop de ratés pour l'équipe angolaise. Et pourtant, cette équipe angolaise, j'y arrive, on l'a vu lors de son premier match. Si elle avait produit le même jeu, je pense qu'elle serait arrivée à bout de cette équipe mauritanienne. On l'a vu, cette Mauritanie face au Mali. C'est vrai que le Mali fait partie des favoris de cette compétition, mais l'équipe mauritanienne n'a rien envié au jeu angolais. Les Angolais ont plus d'expérience comme le Mali là. Donc pour ma part, les Angolais auraient pu s'imposer face à cette équipe des Marabitoun. On le répète souvent, le football n'est pas mathématique. Et les Morabitoun ont prouvé hier que même face à des équipes plus payées, telles que l'Angola, il est possible de déjouer les pronostics. Maintenant, quel avenir pour la Mauritanie dans cette compétition ?
Ben, écoutez, sur ces 2 premiers matchs pour la Mauritanie, je pense qu'ils peuvent jouer un coup. Ils n'ont qu'une défaite et un match nul. Donc il leur suffit d'un coup de bonheur. Un coup de bonheur. Imaginez un seul instant face à la Tunisie que cette formation réussisse à s'imposer. Ça peut arriver sur un coup parce que la Tunisie, quand on la regarde actuellement, elle n'est pas aussi souveraine que ça. La Tunisie a 2 matchs, 2 buts, 2 buts encaissés. François, mais de là à ce que la Mauritanie batte la Tunisie, là franchement ce sera un chapeau pour la Mauritanie, hein, parce qu'on l'a vu, Tunisie-Mali, c'était pas non plus, c'était pas la mer à boire. Hein. Mais, mais Marie-Paul, le football, c'est vrai que le football il n'est reste pas le mathématique, football. ça nous sommes tous d'accord, mais la Mauritanie battre la Tunisie quand même, cette Tunisie qu'on a vue face au Mali. Attention, regardez bien la Tunisie. La Tunisie sait qu'elle est en danger. La Tunisie le sait parfaitement qu'elle est en danger. Et la moindre de la Tunisie, si les Mourabitoun sont efficaces, la Tunisie peut payer très cher. Parce que la Tunisie va vouloir... Regardez le classement. La Tunisie a 2 points, le Mali 4 points, l'Angola 2 points. Attention, si le Mali venait à battre, si l'Angola venait à battre le Mali déjà est presque sûr de terminer meilleur 3e. L'Angola, si elle réussit à s'imposer, aura 5 points, donc prendrait la première place. À ce moment-là, heureusement que les matchs vont se jouer simultanément. La Tunisie aura une pression énorme de ne pas penser au match Angola-Mali, mais de penser à son match face au Mourabitoun. Donc, s'il n'y joue pas franchement, attention, la Mauritanie peut créer la surprise et elle n'est pas arrivée là par hasard. La Mauritanie n'est pas arrivée là par hasard. On va avoir pour la suite de la compétition l'occasion de le savoir lors de la 3e journée. Et il y a eu juste après cette opposition un match très attendu, Ghana-Cameroun, le champion en titre contre les Black Stars du Ghana, une équipe qui n'a pas manqué les demi-finales depuis plusieurs participations déjà. Mais le match a été là aussi très serré avec quand même une équipe du Cameroun qui a montré au départ plus d'engagement. Oui, une équipe camerounaise qui a montré plus d'engagement. Bon, moi je m'attendais à ce que, pour moi, un Ghana-Cameroun, c'est un choc. C'est un choc, mais pour moi ça a été un choc sans saveur parce qu'en première mi-temps, le Cameroun y est allé fort, le Cameroun voulait marquer, les Ghanéens aussi, mais le match s'est soldé sur un 0 but partout, ce qui laisse les 2 équipes sans rien. Alors, est-ce que, en ce qui concerne le Cameroun, c'est Bassogog qui a manqué de réussite, François, parce que il y a eu quand même sur le plan collectif pas mal d'actions intéressantes. On a vu une équipe qui joue de mieux en mieux. Ben, il n'y a pas que Bassogog. L'avancante, c'est bien Toko Ekambi, qui est l'avancante de cette formation camerounaise. Je ne trouve pas Toko Ekambi, depuis le début de cette CAN, à son avantage. Il lui manque, et pourtant, il joue quand même dans un grand championnat européen. Il est à Villarreal, il a tout pour être le métronome, du moins l'homme de la situation du côté de l'attaque camerounaise. Mais jusque-là, il ne sort pas le Cameroun véritablement de ce grand jeu qui était tant attendu. De l'autre côté, il y a Bassogog non plus. Bassogog, l'ancien meilleur joueur de la dernière CAN, n'est pas aussi à son avantage. Ne parlons pas de Clayton G qui est dans cette dynamique de situation de club, un club où il ne joue quasiment pas, ou quand il joue, c'est des ratés à ne pas en finir. Donc, je pense que ce match-là a démontré suffisamment qu'on a un problème ces dernières années, et surtout pour cette CAN, on aura jusqu'à la fin probablement une question de la qualité d'aujourd'hui de nos joueurs, la qualité des attaquants, la qualité en fait de l'ensemble des joueurs africains, comparativement à une époque où on pouvait trouver des Didier Drogba, les Okora, on pouvait trouver des grands joueurs qui évoluaient dans des grands clubs. Et qui pouvaient individuellement faire la différence. Exactement. Mais si vous regardez toutes les équipes aujourd'hui, très peu de joueurs sur les 24 qui évoluent dans les championnats. En fait, j'ai envie de dire dans les clubs majeurs des grands championnats. Tous sont dans les clubs de seconde zone. Il peut être en Angleterre, mais vous fouillez son championnat, vous fouillez le club dans lequel il se trouve, c'est au bas du tableau, soit qui végète dans le ventre mou des classements. On n'a plus ces grands joueurs qu'on avait à l'époque. Mais sur cette action qu'on a vue, là, c'est le gardien ghanéen. Là, par contre, le Cameroun a eu une action intéressante de jeu.
où là, Bassogog, s'il est sur ses appuis, il doit marquer ce but-là. Or là, quand on regarde bien, il n'est pas sur ses appuis, il n'est pas équilibré pour faire une frappe qui aurait pu mettre en difficulté le gardien. Mais il y a aussi la réaction du gardien. Le gardien est réactif, il a quand même suivi le geste et il a pu dévier ce ballon. C'est vrai qu'il y a le talent de Nana, il y a le talent de Nana, c'est vrai, mais il y a surtout Bassogog qui ne le met pas totalement en difficulté parce que si vous regardez la frappe, suivez bien, vous voyez qu'elle vient quasiment, cette frappe, vers le gardien, et le gardien qui a bien suivi aussi l'action ne s'est pas fait surprendre. Or, s'il avait plus ouvert son pied, ou bien plus au sol, on en aurait eu des difficultés de se coucher très rapidement parce que la distance qu'il y avait entre l'attaquant et lui, c'était très réduit. Les Lions indomptables du Cameroun ont manqué de réussite en attaque, mais sur le plan collectif, on a vu une équipe qui évolue, en tout cas de mieux en mieux. Oui, une équipe qui évolue de mieux en mieux, malgré, comme François l'a dit tantôt, des individualités qui n'ont pas payé. Mais on a vu un collectif bien en forme, bien placé. Pour ma part, j'ai trouvé les actions étaient très bien faites, malgré les déchets au finish qui n'ont pas pu aboutir. Et du côté du Ghana, justement, il y a les frères Ayou qui ont essayé. Oui, ils ont essayé. Alors, le jeu ghanéen aujourd'hui me désaxe un tout petit peu parce que regardez le pauvre jeune Ayou qui se retrouve à plusieurs reprises toujours seul face aux attaquants. C'est qu'il y a une sorte de coupure entre les milieux et ils ont le système que les coachs mettent aujourd'hui. C'est un système qui ne peut pas favoriser un certain nombre de joueurs si vous n'avez pas des milieux qui se projettent et qui sont techniquement très forts. Parce que les systèmes actuels, ils mettent maintenant plus le 4-2-3-1. Donc, en réalité, ils coupent. Si vous n'avez pas de bon milieu, vous coupez le milieu et l'attaque. C'est ce qui se passe avec le Ghana. Jordan Ayou se retrouve quasiment seul. À chaque fois, il est toujours obligé soit de faire l'exploit tout seul. Et si vous vous souvenez, le but qu'il marque avant ce match-là, son but face au... C'est un exploit individuel. C'est un exploit individuel. Quand vous regardez, les Ghanéens ne sont plus collectifs. Les Ghanéens ne sont plus collectifs. Il y avait une action où Jordan Ayou se trouvant seul, mais son coéquipier essaye de dribbler toute la défense pour pouvoir marquer. Or, aujourd'hui, dans ce système de jeu-là, il faut jouer collectif et surtout être juste dans les passes. Mais François, en même temps, si le collectif ne marche pas, ça c'est mon avis, hein, c'est là où je pense que les individualités doivent marcher et pouvoir payer. Mais c'est pour ça que je pose le problème du niveau de nos joueurs. Cette CAN-là, quand vous la voyez, moi je ne la trouve pas. J'ai entendu un consultant d'une chaîne cryptée qui disait que la CAN 2017 était la pire qu'il ait connue. Je lui ai dit, bon, malheureusement lui, je ne sais pas à quel moment il a commencé à suivre les CAN pour le dire, mais quand on regarde par contre celle de 2017 à nos jours, mais on est en passe de dire que celle d'actuelle semble être beaucoup plus... le niveau est plus bas que J'aimerais réécouter finalement ce consultant parce qu'après, il pourra faire le bilan de la CAN dernière et de cette CAN d'aujourd'hui pour se rendre compte que, attention à ce qu'on dit parfois parce qu'il y a des CAN qui arrivent, mais celle-là, moi c'est le niveau des joueurs que je déplore. Si vous regardez le Ghana, un seul est dans un des clubs qui est très connu en Europe, Fenerbahçe, donc avec André Ayou. Mais quand vous regardez le reste, c'est bon. Ils sont dans des clubs voilà, anonymes. Dans des clubs anonymes, même si vous voyez là en Espagne, parfois il est à Riron, il est en Espagne, parfois il est à Palmeiras, je ne sais pas, mais ils sont tous, on ne retrouve plus l'Afrique. L'Afrique dans les grands clubs, l'Afrique dans... Mais en tout cas, il y a eu tout de même un joueur qui s'est démarqué et qui a été désigné par la Confédération africaine de football, comme c'est de coutume, meilleur joueur de la rencontre. On a vu deux belles équipes qui avaient envie de gagner, qui n'avaient pas envie de lâcher. Et pour moi, c'est le plus important. Sa victoire. Aujourd'hui, on prend un point important qui va compter pour la suite. À nous d'aller chercher la victoire à la fin pour passer ce premier tour. Tout ce qui va nous aider à avancer dans cette compétition, on le prendra. Pour nous, on retient la positive attitude, on prend tout ce qui est bien et le négatif, pour nous, il n'est pas important. Anguissa, joueur du match, il l'a bien mérité vu la débauche d'énergie et surtout le positionnement. En tout cas, il a été très respectueux des consignes tactiques. Je crois que c'est son deuxième. Hein.
Je crois que c'est son deuxième. C'est son C'est la deuxième. deuxième fois qu'il est élu Joueur du meilleur match. du match. Et c'est tout à son honneur parce que c'est le seul garçon dans cette équipe camerounaise, par exemple, qui reste constant. Il a une ébauche d'énergie en milieu de terrain. Hier, sur une action, il sortait vraiment d'un travail à très fort où il avait dépassé 2-3 joueurs. Il lui a manqué justement un peu de lucidité pour décaler Bassogog qui était sur le côté. S'il l'avait réussi, je crois que peut-être Bassogog se serait retrouvé dans une situation de marquer. Moi, je salue effectivement parce que j'ai eu l'occasion de bien regarder ce match. C'est le garçon qui est sorti du lot et c'est à juste titre qu'il a ce titre de... Et sur le plan tactique, les Lions indomptables, pour le premier match, on a vu qu'il y avait pas mal de déchets. Mais pour cette opposition contre le Ghana, on a plutôt vu une équipe en place dans les différents compartiments. Oui, moi j'ai trouvé les Camerounais légèrement au-dessus des Ghanéens, non seulement dans la détermination, mais dans la circulation de balles. Ils étaient beaucoup plus propres que les Ghanéens. Ils étaient légèrement plus justes dans la transmission de balles que les Ghanéens. Je pense que c'est juste l'inefficacité qui a coûté au Cameroun, qui les a poussés à avoir ce match nul. Possession de balles, 58% contre, je crois, 47% pour les Ghanéens. Ça montre que sur ce match-là, le Cameroun a été dominateur sans pouvoir concrétiser d'action de but, Marie-Paul. Oui, ce que je disais tantôt, le Cameroun était là, il était présent, mais il a peut-être manqué de chance, hein, si je peux appeler ça comme ça, quand on voit des joueurs comme Anguissa qui étaient bien présents sur le terrain, des joueurs comme Bassogog qui étaient également là avec des bonnes balles de match, mais qui n'a pas réussi à aller, ces balles qui n'ont pas réussi à aller au bout du filet. Les Lions indomptables du Cameroun, on l'a répété, ont une réputation à défendre, étant champion en titre. Comment peut-on envisager, François Binet, le second, on va dire, la prochaine journée, lorsqu'on est, par exemple, entraîneur de cette équipe? Alors, d'abord, il faut enlever cette étiquette du Cameroun qui est réputée une équipe qui défend parce que souvenez-vous, depuis 2000, avec l'arrivée de Pierre Lechantre, cette équipe a été transformée avec un style de jeu beaucoup plus offensif, avec des faits de coups de passe. Alors, ce que le Cameroun va devoir faire, c'est espérer, puisque là, ils savent déjà qu'ils ont presque, on va dire quoi, un pied en huitième de finale. Alors, c'est ça l'avantage de cette histoire de 24 équipes. On peut même être sûr, parfois même d'être qualifié seulement avec 3 points, en fonction de ce qu'on verra de l'autre côté. En étant meilleur troisième. Voilà, en étant meilleur troisième, le Cameroun. Moi, je pense que les Hollandais vont pouvoir faire quelques changements dans cette équipe camerounaise. Pourquoi pas lancer Choupo-Moting, pour moi, qui peut prendre la place de Teko Kambi. Alors, Choupo-Moting a été titulaire pour le premier match. Il s'est retrouvé sur le banc. Ils vont peut-être que s'il a retrouvé sa plénitude, je pense qu'il faut essayer pour le troisième match le mettre titulaire parce que Teko Kambi, moi, jusque-là, je ne trouve pas à son avantage. Je pense qu'il faut que le sélectionneur essaye de trouver d'autres moyens pour pouvoir intégrer Choupo-Moting qui, pour moi, peut faire la différence. Alors ensuite, il y a eu Bénin-Guinée-Bissau. Bénin-Guinée-Bissau, une rencontre qui était également attendue, mais en principe, la faveur des pronostics au départ avait été pour les écureuils du Bénin, qui ne sont pas parvenus, malgré plusieurs tentatives également, à s'imposer. Est-ce que le Bénin s'est compliqué la tâche? Je pense que oui, parce que si on regarde les deux formations, on a envie de mettre tout de suite la pièce sur le Bénin, surtout quand on voit le match qu'ils ont livré face au Ghana, où ils auraient pu perdre ce match-là, mais ils ont réussi à entretenir dans la difficulté le Ghana, qui a entraîné même le Ghana jusqu'au match nul, qui aujourd'hui complique en même temps aussi la situation du Ghana, qui les met dans les mêmes situations de qualification ou d'élimination. Donc face à la Guinée-Bissau, c'était une occasion rêvée du Bénin pour pouvoir se positionner à la hauteur du Cameroun et ne plus avoir à se faire de gros calculs, savoir comment ça va se passer pour les uns et pour les autres. Mais là, c'est tout petit peu compliqué parce que, attention, le dernier match sera face à je crois, l'Angola.
Ce sera face à Face à l'Angola. l'Angola. Donc, exactement. l'Angola va pouvoir peut-être rehausser son niveau. Le Bénin va vouloir aussi jouer sa dernière carte. Je crois que le Bénin aurait pu profiter de l'occasion. Mais quand on est en Cannes, on ne vient pas là pour dire que tout de suite on va s'imposer, quoi. Évidemment, le Bénin a, on l'a vu sur plusieurs actions de but, a essayé, aurait même pu tuer le match, comme on le voit sur cette action. Mais là aussi, Oui, là c'est parce que vous voyez le dernier geste, c'est-à-dire qu'il pousse un peu trop, ce qui amène le gardien à complètement fermer l'angle. Or, si arrivé à un niveau, il ouvrait son pied droit, c'est là où on voit un peu la différence entre les attaquants moyens, les bons attaquants et les grands attaquants. Donc là, il aurait pu, il avait déjà pris de l'avance sur son défenseur, il n'avait plus besoin de pousser trop loin son ballon. Il suffisait qu'il s'incline et pouvoir tenter une ouverture. Vous voyez, regardez, là c'est fini, il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire. Mais en parce même que... temps, personne ne vient en renfort, hein. Ça, il faut le signaler. Non, non. En même temps, si quelqu'un venait en renfort, la personne aurait peut-être pu créer la différence. Non, mais Mais sur vous- cette Il action, est tout seul. Mais Non, François Binet, vous parliez de la qualité des attaquants. Est-ce que justement on n'a pas le sentiment que le niveau des attaquants va décrescendo? C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on évolue dans les éditions de la CAN, on a très peu d'attaquants du niveau, vous le disiez tantôt, de Drogba, de Okocha, de Okocha Samuel et Eto'o. même de Gyan Asamoah, que moi j'ai trouvé un peu en surpoids. Moi j'ai trouvé Gyan Asamoah en surpoids. Mais parce qu'il évolue en Arabie Saoudite, et là où il se fait un peu de pognon, il fait de la belle vie. Donc, vous remarquez qu'aujourd'hui, l'argent, surtout dans des championnats des nouveaux riches, mais beaucoup d'attaquants s'exilent parce que de l'argent, et puis là-bas, ils n'ont plus la compétition. Et c'est ce qu'on est en train de vivre avec cette CAN-là. C'est dommage. Aujourd'hui, après 2 journées, il y a à une époque pas très lointaine, on aurait déjà un attaquant qui a 3-4 buts. Or, aujourd'hui, quand ce ne sont pas les milieux, bon, ce sont des attaquants qui se débrouillent, mais en général, vous verrez que ce sont les milieux qui sauvent maintenant Oui, François, mais en leurs même équipes. temps, on parle de Gyan Asamoah, peut-être en surpoids, mais le monsieur n'a plus en même temps 25, 30, je ne sais pas. On parlait de Michael Potier qui a 34 ans, qui est attaquant, mais qui réussit tout de même à se démarquer. Mais ils sont pas nombreux, ces joueurs-là, à avoir cet âge-là et à se démarquer. Mais est-ce que ce n'est pas justement le problème du talent? Parce qu'on a vu Roger Mila à plus de 40 ans, qui à chaque fois qu'il était en surface de réparation, marquait des buts à la Coupe du Monde. C'est une question de talent, Mais véritablement. si en plus d'avoir 35 ans, là je vais répondre à Marie-Paul, si en plus d'avoir 35 ans, c'est le cas de Gyan, mais ayez une hygiène de vie intéressante pour pouvoir faire face aux jeunes en face de vous. Mais si vous avez 35 ans, plus de 35 ans, vous êtes en surpoids. Mais en Mais même temps, n'espérez François, pas quand on réussir- joue n'espérez en pas réussir Arabie grâce- Saoudite, je ne pense pas que devant Gyan Asamoah, il y a des concurrents. Si à 35 ans, tu joues en Espagne, tu joues en France ou tu joues en Italie, là, devant toi, tu te dois d'avoir une hygiène de vie convenable, le tu te cho- dois le de te cho- surpasser. Mais quand tu joues en Arabie Saoudite, quand même, je ne vois pas qui il a devant lui pour pouvoir Et le être en bonne championnat est forme. professionnel en Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, mais il n'est pas compétitif pour ma part, comme serait le championnat français, comme serait le championnat espagnol ou encore italien, Ça ou encore le justifie- championnat turc Ça ou hollandais. ça justifie, Mais ça c'est pour justifie ça que- donc le choix de l'entraîneur au départ de mettre, Bien sûr. de le mettre sur le banc Bien à Samoa. sûr. Donc Bien il n'est sûr. pas, Oui, moi, je il pense n'est ça. pas, il n'est pas en situation de jouer. Bien sûr. Moi, je Regardez- pense plus qu'il regardez- est là comme étant un ancien, il est là pour épauler les plus jeunes, les jeunes comme Jordan Ayew ou encore son frère André, mais il n'est plus là. Ce qui est sûr, c'est que Gyan Asamoah, pour ma part, ne peut plus faire 90 minutes de jeu, encore moins 45. Il est là pour épauler, donc je pense Mais même en tant que joker, on a vu des gens plus âgés que Gyan Asamoah. Vous parliez tout à l'heure de l'hygiène de vie. On a eu Osama Hassan dans l'équipe d'Égypte qui a joué à plus de 42 ans. Non, moi, le problème de l'âge de Gyan Asamoah, je n'en fais pas un gros problème. En fait. Mon souci, c'est que il ne faut pas aller à une CAN comme ça avec un surpoids. Ce n'est pas possible. Et Hier, c'est- je vous prends un exemple simple. Hier, il avait une action où si c'était le Gyan Asamoah, il y a deux éditions, je crois que ça aurait été un but. Il avait de l'avance sur... Il ne lui restait qu'un seul adversaire, c'était le gardien. Mais il s'est fait rattraper très rapidement. Très rapidement, ça s'est fait en une fraction de seconde. Le défenseur camerounais l'a rattrapé alors qu'il était en avance. Donc, à ce moment-là, et déjà, j'ai observé que c'est fini. Ce n'est pas une question
de forcément l'âge. Non, Mais c'est François, une moi, question- je ne parle pas forcément question- d'âge. c'est une Moi, question je parle de d'automatisme. question d'autonomie peut-être, mais également, D'automatisme. on en parlait la dernière fois avec Cédric Bakambu qui décide de quitter, par exemple, le championnat espagnol pour aller au championnat, pour aller en Chine. Quand on va en Chine, quand on va aux États-Unis, on a vu Drogba, il est allé en Chine, il est en fin de carrière. Quand on veut participer à de grandes compétitions comme la CAN, il ne faut pas peut-être mettre l'argent au devant, il faut peut-être plus mettre ses capacités à être sur le terrain d'abord que de penser à l'argent. Oui, mais on peut. Alors, Ça, c'est mon Gian point de vue. Asamoah n'est pas le plus vieux joueur de la compétition. Il est parmi les plus Non, vieux. le plus Non, il vieux, est je parmi pense, les plus vieux. il est du côté de Madagascar. Sauf si je me trompe, Non, mais le plus non, vieux. il faut beaucoup plus regarder. On va vérifier tout Alors, ça. Gian Il faut beaucoup- Asamoah a levé le pied un tant soit peu. On va rappeler quand même qu'il est en train de sortir progressivement de la sélection. compétition de haut niveau et de la sélection. Et d'ailleurs qu'il était parti de la sélection. Bah oui, il était Sur retenu, un- ouais, sur un coup de mécontentement. tête, oui, parce que en fait, il était retenu parmi les 23. Et ensuite, il avait constaté que le brassard lui avait été retiré au profit d'André Ayou. Et du coup, il a piqué une tête pour quitter la sélection si jamais le brassard ne lui était pas rendu. Il a fallu l'intervention de Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, qui a dû discuter avec le garçon pour lui demander que ce n'était pas important de faire ce qu'il avait fait là, qu'il fallait qu'il écoute le sélectionneur et qu'il reparte retrouver l'effectif. Et c'est comme ça qu'il a réintégré le groupe, tout simplement. Alors nous sommes au terme de cette deuxième journée parce qu'aujourd'hui la troisième journée démarre. Si on doit faire un bilan de cette phase avec le nombre de buts et bien sûr la prestation des attaquants et des défenseurs, quelle serait la note? La moyenne de buts, mais déjà, elle est faible. mais très faible. Pour 24 équipes en une deuxième journée, on se retrouve à peu près avec 16 buts seulement sur 12 matchs. 16 buts. Souvenez-vous que de la première journée, on avait 27 buts. 27 buts. On a fait une chute vertigineuse et avec des résultats. Quand j'ai cherché dans ma tête pour essayer de revoir dans quelle édition on a retrouvé un cas de figure où on avait autant de matchs 0-0. Il faut qu'on remonte, qu'on essaie. Moi, je n'ai pas souvenir de ça. C'est-à-dire que voir autant de matchs en une journée et se retrouver avec des 0-0, c'est normal qu'on se retrouve à 16 buts seulement en 12 matchs. Non, il faut dire que cette CAN me déçoit énormément. Moi, je remets en cause vraiment la qualité aujourd'hui des joueurs africains, notamment au niveau de l'attaque, au niveau de... Maintenant, du moins pour ces deux premières journées, ils vont peut-être se réveiller à partir des huitièmes, c'est sûr, en se disant que là, c'est les éliminatoires directs, c'est des matchs en éliminatoire direct. Peut-être qu'ils vont se réveiller. Je compte sur eux pour pouvoir rehausser le niveau de cette compétition. François, te décevoir, je pense que c'est un peu lourd. Ce n'est que la deuxième journée pour certains. Les deuxièmes journées sont en train de s'achever pour la troisième journée. Comme tu l'as dit, c'est peut-être un bilan décevant, mais la CAN n'est pas encore terminée. Moi, je suis plutôt déçue par rapport à une journée. C'était la première, celle d'hier, où on n'avait aucun but marqué. Pour moi, ça manquait les équipes. Quand on voit un choc entre un Cameroun-Ghana, des CAN précédentes, on n'aurait pas vu ce 0-0. Moi, je pense plutôt que ça manque de détermination, ça manque d'envie de la part des joueurs, même si on a vu des André Ayou se démarquer, des Bassogog se démarquer, des Anguissa se démarquer, mais on ne va pas à la CAN pour faire un 0-0. Les supporters, les téléspectateurs ne veulent pas voir ça, ils veulent voir du beau football et ils veulent voir les meilleurs se démarquer, ils veulent voir des buts. Mais Marie-Paul, ma déception alors. Voilà, oui, ma mais déception. Ta déception, elle était plutôt lourde pour une deuxième journée. Ma déception parce qu'ils nous ont habitués après la première. Un nombre de buts plus important. Mais Aziz, même dans le jeu, les équipes africaines nous ont toujours habitués vraiment à un football beaucoup plaisant. C'est-à-dire qu'eux, ils vous faisaient vivre même la fête sur l'aire de jeu. Aujourd'hui, on a des joueurs qui veulent dribbler 3, 4, 5 joueurs, puis finalement laisser tomber, il perd, il s'en va. On le retrouve très dynamique, c'est quand il veut défendre le ballon qui vient de perdre, mais après il s'arrête. Ça devient il y a une baisse de niveau. Oui, il y a eu une baisse au niveau des talents. Il est peut-être également dû ce niveau bas à la déstructuration des championnats nationaux.
Oui, je pense, surtout les pays d'Afrique du Sud, d'Afrique subsaharienne. Il y a un problème au niveau de ces championnats-là. On peut faire exception au Maroc, on peut faire exception à la Tunisie, exception à l'Égypte, où leurs championnats, c'est des gros championnats, c'est des championnats très professionnels. Quand vous les suivez, vous sentez que là-bas, c'est une autre organisation, avec des sponsors, avec tout ce que vous voulez, contrairement aux pays au sud du Sahara qui sont généralement... Mais il y a peut-être la République démocratique du Congo aussi, où oui, il y a un gros championnat. Mais la République démocratique du Congo peut encore du chemin. Ils peuvent encore faire mieux que ça, parce que vous remarquerez que c'est quoi? C'est deux équipes qui ont des présidents de clubs assez bien organisés et structurés. C'est Mazembe, c'est le Vita. Mais après, derrière, vous avez des équipes qui... C'est pour ça que vous verrez qu'en Coupe d'Afrique, ce sera soit Mazembe et Vita Club, tout simplement, parce que derrière, il y a encore un gros travail à faire. Si vous regardez en Guinée, c'est pareil, avec le patron de CIS, c'est son club. Aujourd'hui, s'est installé en Guinée comme le meilleur club. Voilà. Mais derrière, il faut qu'il y ait aussi il faut que ça suive. Voilà pourquoi moi je félicite des pays comme le Mali, où pour le moment, le Mali, pour arriver à la CAN, c'était un peu difficile. Aucune fédération, aucun plan structurel de jeu, aucune fédération. Et le Mali fait partie de ces pays-là, moi, qui me font plaisir au cours de cette CAN, parce que le Mali a su s'imposer pour ses 2 premiers matchs, malgré tous les problèmes qui tournent autour du football. Est-ce que ça ne relève pas plutôt de la, on ne va pas dire de la baraka, mais de la chance, c'est-à-dire que en toute improvisation, parce que là on a vraiment affaire à un modèle en ce qui concerne le Mali qui n'est pas du tout à suivre. Vous avez une fédération qui ne marche pas de championnat organisé et des résultats. Oui, c'est net, c'est pas un modèle à suivre, mais le Mali n'est pas là par un fait de hasard non plus. Le Mali n'est pas là parce que c'est un fait de chance, non. Le Mali, comme je disais la dernière fois, le Mali est en train de jouir les résultats de son travail en fait. Après 2 ans sans fédération, sans championnat, tout autre pays qui n'a pas la culture de la préparation, qui n'a pas la culture de formation et des centres de formation bien organisés, le Mali ne serait pas arrivé là. Si c'était, je vous prends un exemple, si c'était le Gabon qui arrêtait tout pendant un bon bout de temps comme ça, dans les problèmes, mais la preuve, même quand tout va bien, là, vous voyez, le Gabon n'y est pas arrivé. Donc le Mali... Parce que le niveau du championnat également le Mali bénéficie tout simplement les années de préparation. C'est-à-dire que les centres de formation qu'ils avaient, ils ont réussi dans cette période où il n'y avait pas de problème. Ils ont réussi. C'est comme quelqu'un qui fait des provisions et que dans 1 mois ou 2 mois, il y a pénurie, mais lui continue à vivre aisément parce qu'il a des prévisions. Sportivement, c'est ce que le Mali a fait. Avec des garçons qui ont réussi à travers leur centre de formation, envoyés en Europe, qui sont devenus des joueurs majeurs et qui ont joué les championnats de leur catégorie. On voit en Coupe d'Afrique, ils y sont, en Coupe du Monde, ils y sont. Donc rassurez-vous, le Mali va encore bénéficier pendant longtemps des joueurs qu'ils ont réussi à former, qui aujourd'hui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui sont en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ne vous inquiétez pas pour le Mali. Alors, mis à part ça, on a eu l'arbitrage dans cette 2e journée. Un arbitrage qui parfois a fait grincer des dents. Oui, un arbitrage qui, ma foi, je l'espère pour la suite de la compétition, reverra sa façon de faire. Pas qu'ils font mal, mais quand on a vu la confrontation avec le Sénégal qui laisse à désirer un pénalty non sifflé, et je pense que ce n'était pas la seule confrontation, il y a eu un pénalty non sifflé. Problème de VAR qui n'arrive qu'en quart de finale au lieu de commencer dès l'entame de la compétition. On se pose des questions sur cet arbitrage-là, mais l'on espère qu'au cours de la compétition, les arbitres feront du mieux qu'ils pourront. On a eu pour cette 2e journée des arbitres qui avaient été suspendus par le passé, qui sont revenus en grâce et qui, pour certains, ont eu un comportement différent. Il y en a également sur qui on a beaucoup crié. Oui, bien sûr. Non, il y a un problème d'arbitrage pour cette 2 premières journées, mais on espère que plus on va avancer, ils vont prendre conscience eux-mêmes, puisqu'ils ont une commission d'arbitrage d'après-match qui revisionne et qui essaie de regarder ensemble. Et j'espère que dans cette phase où ils font cela. Et puis moi, j'ai un petit souci. Il y a des règles qui sont rentrées en vigueur, mais qui n'ont pas été assez divulguées. Regardez cette règle. J'ai même écouté un commentateur d'une chaîne cryptée
qui s'est plaint en disant mais c'est du jamais vu dans le monde. Comment une action où le gardien, l'arbitre, la balle vient le toucher et il arrête la partie pour donner le ballon. Non, vous voyez, même lui, il s'est rendu compte que il n'a pas suivi qu'il y a une règle qui s'est ajoutée. C'est-à-dire qu'avant, si l'arbitre, le ballon, pendant que vous jouez, vous faites une passe, mais ça touche l'arbitre et ça ne profite pas à l'équipe adverse, l'arbitre a maintenant le devoir et le droit d'ailleurs d'arrêter et de faire une balle au sol. Ça, ce n'était pas une règle qui était prévue. Mais c'est rentré, ça fait partie des règles qui sont rentrées dès juin. Or, même les spécialistes... Est-ce que c'est ce que nous avons vu oui, hier, si vous avez constaté hier, il y a eu... entre le Cameroun et le Ghana, ça Ghana, s'est produit. Justement, mais ça a ressemblé à une ouverture pour le... Justement, c'est parce qu'en fait, non seulement, bon, lui, il est quand même trop poussé, c'est comme s'il avait fait une passe. C'était une passe. Alors, il y a une autre règle qui s'est ajoutée à celle-là. À l'époque, on pouvait vous mettre, parce qu'on s'est dit que si la balle, c'est Aziz qui voulait faire la passe à son coéquipier, que ça touchait l'arbitre et que ça m'a profité. Lorsqu'il fait cette action, je dois être à moins d'1 mètre, en fait, la distance doit au minimum d'1 mètre. Alors qu'avant, vous pouviez être même côte à côte, on vous faisait une balle en chandelle pour que vous vous battiez là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est maintenant, il y a une distance à respecter. Mais c'est vrai que l'arbitre hier, il a exagéré dans sa balle. On a eu l'impression qu'il a fait une passe. Il n'avait pas à faire parce qu'il est venu, il a poussé, et le gars a profité, il a failli même... Et ça aurait pu être exactement, une balle de but. Mais est-ce que tout le monde est bien informé justement par rapport à ce nouveau règlement? Est-ce que la vulgarisation s'est faite à temps? Est-ce qu'on est au même niveau d'information? Bon, au même niveau d'information, pardon, moi je ne pense pas, parce que les arbitres, eux déjà, ils vont au stage préparatoire. Donc, eux, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous informés sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Maintenant, nous, comme François l'a expliqué maintenant, il y a des choses qu'on n'est pas censé savoir, mais que l'on n'a pas comme information. Donc, peut-être, c'est à nous de nous documenter, de savoir quelles sont les nouvelles règles qui sont mises à disposition pour ne pas être surpris. Parce que franchement, moi, je suis, comme François l'a expliqué, surpris par ce genre d'attitude. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre le fait. Oui, ce sont des règles qu'on n'a pas forcément. Il n'y a pas que toi, il y a eu même des journalistes de renom qui se sont retrouvés au cours du match en train de critiquer l'arbitre. Voilà, ils critiquaient l'arbitre, mais c'est du jamais vu. Et là, il y a que... Alors, moi, ce qui m'imagine, c'est qu'il y a qu'à la canne où on voit ce genre de choses. Mais il avait oublié que... J'espère qu'il va faire... Il y a eu aussi la Coupe du Monde. Mais non, mais lui, déjà, de dire ce genre de choses, c'est pas bien parce qu'il n'est pas informé, il ne s'est pas cultivé et il ne s'est pas rendu compte qu'il y a des règles. Il aurait dû d'abord... Qui sont en vigueur depuis le mois de juin. Mais s'il n'est pas cultivé, bon, ce n'est pas la faute de la CAN, c'est à lui de s'informer. Mais nous avons aujourd'hui 4 matchs à l'ordre du jour. 4 matchs pour le début de cette 3e journée. Avec notamment en simultané Nigeria, Madagascar et Burundi, Guinée, ce sera à 17h. Ensuite à 20h, Égypte, Ouganda et Zimbabwe, RDC à 20h. Donc Zimbabwe, RDC, ça ce sera pour ce soir. Burundi, Guinée, c'est bien cela. Et Nigeria, Madagascar. Bon, déjà, il faut dire que Madagascar pourrait dire au revoir à la compétition dès ce soir. Madagascar a besoin, besoin d'un point. Même un point. Peut se contenter d'un point et puis espérer voir quelques calculs à gauche, à droite, espérer terminer 3e, meilleur 3e. Mais il ne faut pas qu'ils aillent sur ce chemin-là parce que ça va... Bon, parce que si la Guinée s'impose, il va y avoir beaucoup de calculs. Donc je pense que Madagascar doit essayer de ne pas perdre ce match-là. Parce que si la Guinée s'impose, et que la Guinée s'impose, imaginez-vous 2-0, et que le Madagascar perd face au Nigeria,
Bon, là, on va aller vers la différence particulière. On va regarder l'attaque, on va regarder la défense. Ensuite, on va voir les confrontations directes entre les deux formations. Donc, je pense que Madagascar a l'occasion là, pourquoi pas, de jouer même à 5 au milieu, 4 derrière et 1 devant pour pouvoir maintenir son score à 0-0, comme il est de coutume maintenant. Et puis passer au second tour, ce serait historique pour Madagascar. Il y aura des liesses du côté d'Antananarivo. Et puis, ce sera bien pour tout le monde. Moi, je serais franchement déçue si cette équipe malgache là sortait de la compétition parce qu'ils ont montré qu'ils ont de la hargne pour une première édition. C'est là où je te rejoins pour dire que les grands qu'on attend forcément n'arrivent pas à se démarquer. Ces petites équipes-là, ce petit poussé-là a su se démarquer pour la première fois de son histoire qui vient en compétition et qui réussit à tenir tête à de grandes sélections quand même. Moi, je me dis que ce Madagascar, c'est vrai que le Nigeria n'a pas montré le plus beau de ses jeux également, mais le Nigeria, face à ce Madagascar-là, je pense, vient pour s'imposer, pour montrer qu'ils sont là, c'est Super Eagles. Pour ma part, si Madagascar peut réussir au moins à faire un match nul, un match nul, ils pourront passer meilleur troisième et pourquoi pas, comme tu l'as dit, un fait historique, première participation et premier passage pour les huitièmes de finale pour eux. Marie-Paul, vous espérez que Madagascar va pouvoir tirer son épingle du jeu avec ce qu'on a vu? Ouais, je pense qu'ils sont. Oui, je pense qu'ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent passer. Ils sont bien positionnés. Je pense qu'ils ne vont pas perdre cette chance de pouvoir aller au second tour. Pour ma part, être déjà deuxième derrière le Nigeria, c'est une bonne chose. Il faut aussi, sur les six groupes, quand même une petite satisfaction, c'est que il y a au moins, enfin, il y a quatre équipes de 4 groupes qui ont réussi à avoir 6 points. C'est quand même positif. Sauf le groupe, selon vous, le groupe François E, Binet, le groupe F, il y a eu 4 points pour les leaders, mais le reste, c'est 6 points, c'est 2 matchs de victoire. Et selon vous, François Binet, quels sont les atouts majeurs de cette équipe de Madagascar? C'est plutôt la solidarité. Cette équipe-là évolue vraiment en bloc. Ils sont solidaires les uns aux autres. Et ça, ils connaissent leurs faiblesses. Ils savent qu'ils sont novices dans cette compétition. Ils savent qu'ils doivent être soudés. Ils savent qu'ils doivent être ensemble, les uns défendant les fautes des autres, etc. Et cette équipe-là réussit à bien le faire. C'est cette solidarité pour moi que je pense, c'est là où repose leur force, la solidarité. Madagascar, une équipe solidaire. Peut-être que ça va payer. Il y a aussi l'autre confrontation Guinée-Burundi. Alors la Guinée qui a, comme le Burundi, les deux équipes ont absolument besoin d'une victoire pour être sûr de passer. Les deux équipes ont absolument besoin d'une victoire et là c'est encore là où je rejoins François en disant que les plus grands n'arrivent pas à se démarquer. On a Naby Keïta, vainqueur de la Champions League avec Mohamed Salah, Sadio Mané. Naby Keïta qui joue à Liverpool, qui s'est démarqué pendant cette saison avec son club, mais Naby Keïta qui a du mal à s'imposer avec la Guinée. On a un Burundi qui va tâton. Le Burundi, on ne compte pas forcément sur ce genre de sélection parce que pour moi, le Burundi, c'est un peu comme Madagascar. Le Burundi qui cherche à s'imposer face aux grands. Le Burundi qui essaie de poser son jeu. Mais la Guinée, quand même, à ce stade-là, on se pose des questions sur le collectif et pourtant, ils ont de bonnes individualités. Mais la Guinée qui ne réussit pas à faire de bons matchs pour ma part pour l'instant. Alors juste avec vous, Marie-Paul Redombina, on voit pour le compte du match de la Mauritanie, de Madagascar contre le Nigeria, le joueur à suivre. Le joueur à suivre, bon, François a dit que c'est vrai, Madagascar, ils sont beaucoup collectifs, mais également, ils ont plusieurs individualités. Pas beaucoup, mais ils essaient. On a vu avec Anissé Abel qui a marqué. Là, maintenant, on a Andrea Korolus. On le voit dans l'élément. Déjà qualifié après 2 matchs pour 2 victoires. Ça s'appelle comment? Carolus. Carolus. Ce dimanche, les Barrias devront compter sur Carolus Andria, le malgache courtisé sous l'ère de Nicolas Dupuis. Il fait partie des attaquants les plus prolifiques de Madagascar, évoluant au club saoudien Al Adala où il a prolongé son contrat jusqu'en 2022.
L'international malagasy a reçu la récompense de meilleur joueur et buteur de Prince Mohamed League. Il a clôturé sa saison en club de la plus belle des façons, avec 22 réalisations et promu en D1 saoudienne. Euphoriques après leur première victoire sur le Burundi, les Baréas devront éviter tout relâchement face à des Super Eagles remaniés. Face à des Super Eagles remaniés, les Baréas ne doivent pas lâcher prise parce que, comme je l'ai dit, pour moi, ce sont le petit poussé de la CAN, mais ce petit poussé peut aller loin. Si le Nigeria ne fait pas attention, Madagascar peut aller au bout de cette sélection-là. Malgré l'individualité, le Nigeria, c'est une grande sélection. Malgré ces individualités-là, s'ils ne font pas attention, Madagascar peut aller au bout. Et si Madagascar venait à battre le Nigeria, eh bien, Madagascar se poserait voilà, comme leader du groupe. En fait, cet après-midi, on sera déjà dans ce groupe-là qui est leader, qui finira leader, même si là, le Nigeria a 6 points. Madagascar peut faire un coup. Si Madagascar, peut-être vers la fin, sur une erreur, une bévue, on ne sait pas quoi, je dis quelque chose comme ça, et marque un but, mais Madagascar sortirait de ce groupe-là avec beaucoup d'honneur. Et sans défaite, ce serait magnifique. Burundi, c'est pas la peine. Alors moi, je suis sûre que cette CAN, ce n'est pas une CAN comme les autres. On ne va pas forcément voir les meilleurs se démarquer. Les petits poussés pourront créer la différence. Alors moi, je pense. Mais en match d'élimination directe, ça va chauffer. On revient à... C'est sûr que ça va chauffer. On revient à Burundi-Guinée. Les hirondelles du Burundi face au Sili national. C'est un match à qui tout double. Hein. Bon, mais je pense que le Burundi va rentrer dès ce soir. Ils ont déjà commencé, je crois que pour certains, ils ont déjà arrangé certaines affaires. Ça commence à faire bien les bagages. Bon, si tout est bien, ce soir, ils prennent l'avion, ils repartent. Comme vous pouvez vous tromper également, hein, François. Moi, je l'ai fait hier face à l'Angola. Je te prends, Marie-Paul, un exemple très simple. D'accord. À supposer que le Burundi s'impose 3-0. D'accord ? Oui. Regardez le score qu'il faudra pour s'imposer face à la Guinée. Oui. Il faudra faire un certain nombre de calculs pour s'assurer. Parce que c'est vrai qu'ils vont passer 3e, certainement. Mais après, il y aura un problème au niveau des différences de but. Parce que je présume et je prédis déjà qu'il y aura les meilleurs 3e avec 4 points. Ça, il faudra en être sûr. Il y aura des meilleurs 3e avec 4 points. Et je ne vois pas le Burundi avec 3 points, avec un goal différence peut-être négatif, qui vont pouvoir se passer. Ce qu'ils ont à faire, c'est espérer compliquer la situation de la CAF en faisant des calculs, en battant, par exemple, tenez exemple, voilà, le tableau est clair, ils ont moins 2. Déjà, il faut qu'ils marquent 2 buts sans en encaisser pour ramener le goal différence à 0. Ensuite, marquer 1 ou 2 buts en plus pour espérer avoir une différence exactement, pour espérer se rapprocher de ceux qui pourraient être les meilleurs 3e. Or là, mettre la Guinée 4-0, ce n'est pas. C'est pas impossible. Voilà, ce n'est pas impossible. Mais moi, je suppose qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à gagner, plus rien à perdre. Mais moi, je pense qu'ils vont plutôt embêter les Guinéens. Non, ils peuvent les embêter. Alors, ça, c'est pas un souci. On voit avec vous, Marie-Paul, le joueur à suivre. Le joueur à suivre, Naby Keïta étant blessé, il est improbable pour l'instant. On attend de voir le 11 guinéen. Mais pour l'instant, c'est Ibrahim Traoré qui pourra faire la différence en l'absence de Naby Keïta. Ce dimanche, les joueurs du Sili national de Guinée affronteront le Burundi. Une confrontation qui s'inscrit dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe B. Le 11 guinéen est contraint de l'emporter pour espérer prendre une place pour le second tour. Et pour cela, il faudra peut-être compter sur Ibrahima Traoré. Le milieu latéral du Borussia Mönchengladbach en Allemagne est un atout qu'il ne faudra pas négliger. Ce sera l'atout majeur de la Guinée ? Je pense l'atout majeur en l'absence de... Bon, pas en l'absence parce qu'on ne sait pas trop s'il sera là ou pas. On verra avec le 11 que le sélectionneur nous proposera. Mais Ibrahima Traoré, il faut compter sur lui. Il faudra compter sur lui pour pouvoir venir à bout de cette sélection burundaise. Et nous avons pour la suite, François Binet et Marie-Paul Redombina, 2 affiches à 20h. Nous avons Égypte-Ouganda d'abord. Et on reviendra sur RDC Zimbabwe. Égypte-Ouganda, les pharaons d'Égypte qui en principe n'ont plus rien à prouver.
Non, ils n'ont plus rien à prouver dans ce groupe. Ils sont montés crescendo au premier match, ils ont gagné 1-0. Le deuxième sans forcer, juste avec leurs éléments assez intelligents dans le jeu et techniquement au-dessus de la moyenne face à la RDC. Là, ils tombent face aux Ougandais. Mais attention aux Ougandais aussi, parce que ce qu'on a vu face à la RDC, ce qu'on a vu face au Zimbabwe, ce n'est pas une équipe qui est venue là aussi pour vendre moins cher sa peau. Or là, mais l'Égypte aura tout à gagner en marquant ces 3 points et en finissant super premier. Sur la... Marie-Paul Redobina, qui va-t-il falloir suivre pour ce match? Pour moi, c'est vrai que j'avais déjà parlé de lui, mais pour moi, il reste le meneur. Pour moi, c'est celui qu'on appelle Trezeguet. Parce que l'Égypte, d'ores et déjà, quand on voit l'Égypte, on voit Moussala. Et l'Égypte, ce n'est pas forcément Mohamed Salah, c'est aussi ce joueur-là qui montre qu'il est là, qu'il est bien présent et que les Pharaons peuvent compter sur lui. Et puis le pays hôte rentrera dans la compétition pour son 3e match face à l'Ouganda, qui 2 ans auparavant au Gabon avait donné du fil à retordre aux Pharaons. Les Égyptiens ne comptent pas faire tourner leur 11 de départ pour ce 3e match. C'est ce qu'a expliqué l'entraîneur des Pharaons, Javier Aguirre. Premier buteur de la CAN 2019, Mohamed Hassan, plus connu sous le nom de Trezeguet, a été le héros de la victoire égyptienne face au Zimbabwe 1-0. Lors du match d'ouverture, alors que la plupart des projecteurs sont braqués sur son coéquipier et star Mohamed Salah, Trezeguet montre que l'Égypte a d'autres joyaux qui mériteraient d'être un peu plus connus. Le joueur le plus important dans le jeu des Pharaons, celui capable de défendre, attaquer, casser les lignes et être décisif, c'est Mohamed Hassan. Mohamed Hassan a terminé sa saison avec son club turc, le Kasimpasa, avec 9 buts et 9 passes décisives en 38 matchs. Statistique élogieuse pour ce milieu de terrain, relayeur, véritable couteau suisse de l'entrejeu. Couteau suisse de l'entrejeu pour moi, Mohamed Hassan. C'est comme je le disais tantôt, on voit un Mohamed Salah plutôt, il a fait une bonne saison, mais pour ma part, il n'a pas encore montré ce Mohamed Salah qu'on voit chaque jour à Liverpool. Celui pour moi qui se démarque, c'est Trezeguet. C'est un véritable couteau suisse, comme je l'ai dit dans l'élément. Et pour ma part, l'Égypte est bien partie, mais l'Égypte est bien partie grâce à cet homme-là. Et on a la dernière opposition qui va se jouer en simultané, Zimbabwe-République démocratique du Congo. Oui, la RDC est dans la même situation que le Burundi, c'est-à-dire que même s'il prenait, même s'il l'emportait, il prenait les 3 points, mais la porte qui conduit, celle qui conduit vers Kinshasa, est beaucoup plus ouverte que celle qui les maintiendrait en Égypte. Donc celle de l'Égypte, elle est très réduite, beaucoup réduite. Celle qui mène à Kinshasa est plus grande parce qu'ils ont pris 2 buts face à l'Ouganda, ils ont pris 2 buts face à l'Égypte. Ils ont besoin de marquer d'abord 4 buts pour annuler cela. Il faut 4 buts. Ensuite, espérer marquer 2 buts pour qu'après il y ait des calculs, espérer voir qui termine meilleur 3e. Il faut 6 buts. Il faut 6 buts à la RDC. Mais d'entrée, je ne vois pas, sauf vraiment ce jour-là, que le Zimbabwe dise là, c'est journée porte ouverte pour les buts et prendre 6 en compétition. 6 buts, pas très évident. Mais François, moi je me pose une question. Depuis que cette CAN a commencé, comment fait-on pour faire une aussi mauvaise CAN pour la République démocratique du Congo, tout en ayant l'un des meilleurs championnats d'Afrique centrale? Alors ça, c'est une grosse interrogation. Là, je ne sais pas comment Florent Ibenge s'arrange ou s'est arrangé à avoir une aussi mauvaise CAN, parce que pour ma part, celle-là est la plus mauvaise de la République démocratique du Congo, en ayant des atouts comme Cédric Bakambu ou comme le joueur à suivre qu'on va présenter tout à l'heure, Trésor Mputu. Il y a Méchac, il y a Trésor Mputu, il y a Marie-Paul, nous allons justement aller voir le joueur à suivre avant de venir pour les pronostics et la conclusion. Trésor Mputu, c'est le joueur à suivre pour cette confrontation Zimbabwe-République démocratique du Congo. La première surprise de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 est tombée sur la tête de la République démocratique du Congo. Favoris face à l'Ouganda pour leur premier match de poule le 22 juin au Caire, les Léopards ont chuté face à l'équipe d'Afrique de l'Est, qui depuis sa finale perdue lors de l'édition en 1978, n'avait plus jamais franchi le premier tour de la compétition. Le Congo s'est qualifié, il faut le rappeler, difficilement pour cette CAN, en terminant 2e devant son groupe, derrière le Zimbabwe.
Pour leur deuxième match, les Léopards ont fait jeu égal avec les Pharaons au cours d'un match intense, mais au contraire de leur adversaire, ils ont manqué de réalisme devant le but. Pour leur troisième match, la République démocratique du Congo pourra compter sur Trésor Mbutu, un Hamas de buts. Mbutu, c'est le diamant de la République démocratique du Congo. Fort de ses 15 saisons, dont 11 consécutives au tout-puissant Mazembe, le numéro 8 s'est formé une réputation d'indispensable de par ses qualités sur le terrain, mais également par son aura. Aura que l'on n'a pas encore vu. Mbutu qui n'a pas joué le premier match. Mbutu qui n'avait pas été appelé en sélection en 2017 pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais que l'on espère jouera cette confrontation face au Zimbabwe, mais que l'on espère également déclenchera peut-être le but pour que la République démocratique du Congo se lève de ce chaos, parce que pour moi, je le dis et je le répète, c'est un chaos total pour Florent Ibenge. Aucun but marqué. Voilà, donc aucun but marqué pour cette sélection. Il faut juste dire que Trésor Mputu, pour citer le joueur à suivre, il n'a pas été à son avantage non plus en le deuxième match. On lui a fait confiance à la place de Meshak, alors que Meshak, en deuxième période, lorsque Meshak rentre, finalement, ils mettent en difficulté Ibenge. Alors on va embrayer sur les pronostics, Marie-Paul Redombina. Bon, République démocratique du Congo, c'est un pays qui me tient à cœur et Florent Ibenge par la même occasion. Je l'espère que Mbutu puisse marquer au moins un but pour que la République démocratique du Congo déclenche son compteur qui n'est pas encore ouvert jusqu'à maintenant. Et Ouganda-Égypte? Ouganda-Égypte, un 2-1. Un but de Mossala et de Trezeguet. Non, moi je vois 0-0 Ouganda-Égypte. Sauf si Trezeguet nous ressort le même match qu'il a fait face à la RDC. Je vois un 0-0 ou en tout cas un quelque chose de ce genre, mais en tout cas un match nul. Par contre, j'ai un sentiment qu'il va y avoir du feu RDC zimbabwéen, parce que les Zimbabwéens vont vouloir profiter de la situation pour torpiller la RDC. Or, la RDC, Ibenge va lui dire, bon, on est éliminé, à vous de jouer. Peut-être que ça va dégager certains joueurs, sachant qu'eux aussi, ils n'ont plus rien à gagner dans cette compétition. Pour moi, ils sont à 75 voire 80% déjà éliminés. Écoutez, c'est noté. On aura l'occasion également de revenir sur les matchs du jour lors de notre rendez-vous de demain, de 14h à 15h, Focus Cannes. Nous allons nous quitter sur ces quelques images, notamment des matchs d'hier. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles à la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Hello la famille, African